La pluie battait contre les immenses baies vitrées du manoir Beaumont quand Sophie franchit pour la première fois le portail en fer forgé. Elle serrait son certificat de nounou dans sa main tremblante, essayant de calmer les battements de son cœur. À 28 ans, elle avait travaillé dans des dizaines de familles, mais jamais dans une demeure aussi imposante. Jamais pour un millionnaire aussi célèbre que M. Beaumont, magnate de l'industrie pharmaceutique. La gouvernante, Madame Rivière, une femme austère aux cheveux gris tirés en chignon strict, l'accueillit à l'entrée. Son regard froid balaya Sophie de la tête aux pieds, comme si elle évaluait une marchandise. « Vous êtes la 6e nounou en 4 mois, dit-elle sans préambule. Les autres n'ont pas tenu. La petite est difficile. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Difficile comment? Madame Rivière ne répondit pas. Elle se contenta de la guider à travers des couloirs ornés de tableaux de maître et de lustres en cristal qui valaient probablement plus que tout ce que Sophie posséderait dans sa vie. Tout était parfait, cliniquement propre, presque trop silencieux pour une maison où vivait un enfant. Mademoiselle Sophie est arrivée, monsieur, annonça la gouvernante en ouvrant la porte d'un bureau somptueux. Monsieur Beaumont se leva de derrière un bureau en acajou massif. C'était un homme d'une 50aine d'années, élégant dans son costume 3 pièces, mais son visage portait les marques d'une fatigue profonde. Ses yeux, d'un bleu délavé, trahissaient une tristesse que l'argent ne pouvait manifestement pas guérir. « Mademoiselle Laurent, dit-il en lui serrant la main, j'espère que vous resterez plus longtemps que les précédentes. Ma fille Élise, elle a besoin de stabilité. Puis-je savoir ce qui s'est passé avec les autres nounous? Demanda Sophie, sa voix restant ferme malgré son appréhension. Monsieur Beaumont échangea un regard avec Madame Rivière. Élise est malade. Très malade. Elle a 7 ans, mais elle est fragile comme du verre. Les médecins l'ont examinée des dizaines de fois. Analyse sanguine, scanner, IRM, rien. Aucune explication médicale. Pourtant, elle vomit presque tous les jours. Elle a des maux de tête constants. Elle ne peut pas courir comme les autres enfants. Elle s'épuise pour rien. Il marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. Sa mère est décédée il y a 2 ans. Depuis, Élise ne fait qu'empirer. Les nounous précédentes, elles ont abandonné. Elle disait que c'était trop dur, trop déprimant, qu'elle ne supportait pas de voir un enfant souffrir ainsi. Sophie sentit son cœur se serrer. Je veux la rencontrer. La chambre d'Élise était un paradis pour enfants, du moins en apparence. Des jouets coûteux tapissaient les étagères, une maison de poupées grandeur nature occupait un coin, des livres reliés en cuir remplissaient une bibliothèque. Mais tout était trop bien rangé, trop peu utilisé. C'était une chambre de musée, pas une chambre d'enfant. Sur un lit à baldaquin, sous des draps en soie brodée, se trouvait la plus petite fille que Sophie ait jamais vue pour son âge. Élise avait la peau pâle comme de la porcelaine, des cernes violettes sous ses grands yeux verts, et des cheveux châtains qui retombaient mollement sur l'oreiller. Une intraveineuse était reliée à son bras frêle. « Bonjour Élise », dit Sophie doucement en s'approchant. « Je m'appelle Sophie. Je vais m'occuper de toi maintenant. » L'enfant tourna lentement la tête vers elle. Son regard était étrangement vide, comme si toute la vie s'était retirée de son petit corps. « Vous allez partir aussi, murmura-t-elle d'une voix faible. « Elles partent toutes. »« Je ne partirai pas, » promit Sophie en s'asseyant au bord du lit. « Dis-moi, qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? »« Tout, » répondit Élise. « J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Je suis fatiguée. » Sophie remarqua un plateau repas sur la table de nuit. Le dîner était à peine touché. « Tu n'as pas faim. Quand je mange, après je vomis. Madame Rivière dit que je dois manger pour guérir, mais ça me rend encore plus malade. » Une alarme sourde résonna dans l'esprit de Sophie, une intuition qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle passa cette première nuit dans la chambre adjacente à celle d'Élise, écoutant la petite fille gémir dans son sommeil. À 3 heures du matin, elle entendit des pas dans le couloir. Elle entr'ouvrit sa porte et vit Madame Rivière entrer dans la chambre d'Élise avec un plateau. Sophie attendit quelques minutes, puis suivit. À travers la porte entrebâillée, elle vit la gouvernante faire boire quelque chose à Élise, qui protestait faiblement. « Il faut prendre tes vitamines, ma petite, » disait Madame Rivière d'une voix doucereuse. « C'est le docteur qui l'ordonne. Pour que tu ailles mieux. » Le lendemain matin, Sophie commença à observer attentivement. Élise recevait des vitamines 4 fois par jour, toujours apportées par Madame Rivière. Et à chaque fois, dans l'heure qui suivait, l'enfant se plaignait de nausées et de maux de tête.
Sophie remarqua aussi que les symptômes s'aggravaient après les repas préparés par la gouvernante. « Depuis combien de temps Élise prend-elle ses vitamines ?» demanda-t-elle à Monsieur Beaumont un après-midi. Il fronça les sourcils. « Depuis environ 1 an et demi, je crois. C'est Madame Rivière qui s'en occupe. Elle travaille pour notre famille depuis 15 ans. Elle a été d'un soutien inestimable après la mort de ma femme. Et le médecin qui les a prescrites? Le docteur Mercier. Un vieil ami de Madame Rivière, d'ailleurs. C'est elle qui me l'a recommandé. » Sophie sentit son sang se glacer. Elle passa les jours suivants à faire semblant de rien, mais à observer chaque détail. Elle remarqua que Madame Rivière gardait les flacons de vitamines dans un placard fermé à clé dans l'office. Elle vit aussi comment la gouvernante semblait irritée quand Élise montrait le moindre signe d'amélioration, comme lors d'une matinée où l'enfant avait eu assez d'énergie pour dessiner. Une nuit, Sophie attendit que toute la maison soit endormie. Elle se glissa dans l'office, avec une épingle à cheveux, força la serrure du placard. Ses mains tremblaient quand elle prit un des flacons. L'étiquette indiquait « Complexe vitaminique, usage pédiatrique ». Mais quelque chose clochait. Le liquide avait une couleur étrange, légèrement verdâtre. Sophie versa quelques gouttes dans un petit flacon qu'elle avait apporté, puis remit tout en place. Le lendemain, prétextant une course personnelle, elle se rendit dans une pharmacie du centre-ville, loin du quartier des Beaumont. « Bonjour », dit-elle au pharmacien, un homme d'âge mûr aux lunettes épaisses. « Je voudrais faire analyser ce liquide. Je pense qu'il y a quelque chose d'anormal dedans. » Le pharmacien la regarda d'un air méfiant. « C'est pour quoi faire ?» Sophie hésita, puis décida de jouer franc jeu. « Je suis nounou pour une petite fille très malade. Elle prend ses vitamines plusieurs fois par jour, mais elle ne fait qu'empirer. J'ai un mauvais pressentiment. » L'homme prit le flacon et l'examina. « Je vais faire une analyse rapide. Revenez dans 2 heures. » Ces 2 heures furent les plus longues de la vie de Sophie. Elle marcha dans les rues de Paris, l'esprit en ébullition. Si ses soupçons étaient justes, non, elle ne voulait même pas y penser. Mais si elle se trompait, elle perdrait son emploi et sa réputation. Quand elle revint, le visage du pharmacien était grave. « Mademoiselle, ce que vous m'avez donné n'est pas un complexe vitaminique. C'est un mélange de plusieurs substances toxiques à faible dose. De l'arsenic, du plomb, et quelques autres composés que j'ai du mal à identifier. Ce n'est pas assez pour tuer rapidement, mais administrer régulièrement. Ça rendrait quelqu'un chroniquement malade. » termina Sophie, sa voix tremblante de colère et d'horreur. « Exactement. Qui donne ça à cet enfant? C'est ce que je vais découvrir. Pouvez-vous me donner un rapport écrit de cette analyse ?» Revenue au manoir, Sophie savait qu'elle devait agir vite, mais intelligemment. Elle ne pouvait pas simplement accuser Madame Rivière sans preuve solide. Elle commença à noter tout ce qu'elle observait. Les heures auxquelles les vitamines étaient administrées, les réactions d'Élise, les allées et venues de la gouvernante. Elle fit aussi quelque chose de radical. Un matin, quand Madame Rivière apporta le flacon pour la dose du matin, Sophie proposa « Laissez-moi m'en occuper. Vous avez l'air fatiguée, Madame Rivière. » La gouvernante se raidit. « C'est mon devoir. Je m'occupe d'Élise depuis qu'elle est bébé. Justement, vous méritez un peu de repos. Allez, donnez-moi ça. » À contre-cœur, Madame Rivière lui tendit le flacon et sortit de la chambre, non sans lancer un regard noir à Sophie. Dès qu'elle fut partie, Sophie vida le contenu dans une plante et le remplaça par de l'eau sucrée et quelques gouttes de véritable complexe vitaminique qu'elle avait acheté. Les résultats furent spectaculaires. En 3 jours, sans les véritables vitamines, Élise commença à reprendre des couleurs. Son appétit revint. Elle eut assez d'énergie pour dessiner, puis pour se lever et marcher un peu dans sa chambre. Elle riait même, un son que les murs du manoir semblaient avoir oublié. Monsieur Beaumont était aux anges. « Qu'avez-vous fait différemment ?» demanda-t-il à Sophie, les larmes aux yeux. « Ma fille va mieux. Pour la première fois en des mois. » Sophie savait que le moment de vérité était arrivé. « Monsieur Beaumont, j'ai besoin de vous parler. En privé. Et j'ai besoin que vous me fassiez confiance, même si ce que je vais vous dire sera difficile à entendre. » Dans son bureau, porte fermée, Sophie dévoila tout. Elle montra le rapport du pharmacien, expliqua ses observations, raconta comment elle avait remplacé les vitamines et comment la santé d'Élise s'était immédiatement améliorée. Monsieur Beaumont devint livide. « Vous êtes en train de me dire que Madame Rivière, qu'elle empoisonnait ma fille? Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle une chose pareille ?»
Je ne connais pas ses motivations. Mais je sais ce que j'ai vu et ce que le pharmacien a confirmé. C'est impossible. Elle est avec nous depuis 15 ans. Elle adorait ma femme. Elle aime Élise comme sa propre fille. Les apparences peuvent être trompeuses, monsieur. Monsieur Beaumont se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Il me faut des preuves irréfutables. Je ne peux pas accuser quelqu'un que je considère comme un membre de ma famille sur de simples soupçons. Alors installez une caméra cachée dans la chambre d'Élise, suggéra Sophie. Ce soir même. Et redonnez-lui les vraies vitamines. Nous verrons bien ce qui se passe. Ce fut la nuit la plus longue de leur vie. Monsieur Beaumont et Sophie restèrent dans le bureau, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur qui retransmettait les images de la chambre d'Élise en temps réel. À 23 heures, Madame Rivière entra dans la chambre. Dans la pénombre, elle s'approcha du lit où Élise dormait paisiblement. Sur l'écran, ils la virent sortir une petite fiole de sa poche, une fiole différente de celle qu'elle utilisait habituellement. Elle versa plusieurs gouttes dans le verre d'eau posé sur la table de nuit, puis secoua doucement Élise. « Réveille-toi, ma chérie, » dit-elle d'une voix douce. « Il faut boire ton eau. Pour ta santé. » Mais ce qui glaça le sang de Monsieur Beaumont, ce fut ce qu'elle murmura ensuite, pensant l'enfant trop endormi pour comprendre. « Bientôt, tu rejoindras ta maman. Et ton papa n'aura plus que moi. Comme il se doit. Comme ça aurait toujours dû être. » Monsieur Beaumont bondit de sa chaise et se précipita vers la chambre, Sophie sur ses talons. Ils arrivèrent juste à temps. Élise portait le verre à ses lèvres quand son père fit irruption dans la pièce. « Repose ce verre immédiatement, » ordonna-t-il d'une voix tonnante. Madame Rivière se retourna, le visage déformé par la surprise, puis par quelque chose de bien plus sombre. Son masque de dévouement tomba, révélant une haine froide. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle d'une voix tremblante de rage contenue. « J'ai consacré ma vie à cette famille. J'ai aimé votre père avant vous, puis vous. J'ai élevé votre femme comme ma propre fille. Et comment elle m'a remercié? En épousant un autre. En vous épousant, vous. » La vérité explosa dans la pièce comme une bombe. « Quand elle est morte, » continua Madame Rivière, les yeux brillants de larmes et de folie, « j'ai pensé que finalement, j'aurais ma place. Que vous verriez combien je vous aime, combien je suis dévoué. Mais cet enfant, elle vous accapare tout entier. Tout votre amour, toute votre attention. Il fallait qu'elle disparaisse. Lentement, pour que personne ne soupçonne rien. Juste une petite fille fragile, malade, qui rejoint sa mère. « Vous êtes folle, » murmura Monsieur Beaumont, serrant Élise terrifiée contre lui. « J'ai appelé la police avant de monter. Ils seront là dans quelques minutes. » Madame Rivière s'effondra, son corps secoué de sanglots. « Je l'ai fait par amour. Tout par amour. » « Ce n'était pas de l'amour, » dit Sophie doucement mais fermement. « L'amour ne fait pas de mal. L'amour protège, il ne détruit pas. Ce que vous avez fait, c'est du pur égoïsme. Vous avez empoisonné une enfant innocente pour satisfaire vos désirs malades. » Les sirènes retentirent au loin. Madame Rivière fut arrêtée ce soir-là. L'enquête qui suivit révéla l'ampleur de son obsession. Dans sa chambre, on trouva des dizaines de photos de Monsieur Beaumont, certaines remontant à son enfance. Des lettres d'amour jamais envoyées. Un hôtel macabre dédié à son amour non partagé. On découvrit aussi qu'elle avait falsifié les ordonnances du docteur Mercier, un homme qui n'existait même pas. Plus terrifiant encore, l'autopsie de Madame Beaumont, ordonnée par le juge, révéla des traces des mêmes toxines dans ses tissus. Madame Rivière avait empoisonné la femme qu'elle prétendait avoir élevée comme sa fille, puis s'était attaquée à sa petite-fille. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Élise, libérée de son empoisonnement quotidien, retrouva progressivement sa santé. Ce fut comme regarder une fleur s'épanouir après un long hiver. Ses joues reprirent des couleurs, ses yeux retrouvèrent leur éclat, son rire résonna à nouveau dans les couloirs du manoir. Un matin de printemps, 3 mois après l'arrestation de Madame Rivière, Sophie regardait Élise jouer dans le jardin. L'enfant courait après un papillon, ses cheveux flottant au vent, libre et vivante. C'était un miracle que Sophie avait contribué à accomplir. Monsieur Beaumont s'approcha d'elle sur la terrasse. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Vous avez sauvé ma fille. Vous avez sauvé tout ce qui me restait. »« J'ai simplement fait attention, » répondit Sophie. « J'ai écouté mon instinct quand quelque chose semblait anormal. La plupart des gens n'auraient rien remarqué. Ou pire,
Ils auraient préféré ne rien voir pour ne pas se compliquer la vie. Sophie regarda Élise attraper enfin le papillon dans ses mains, puis le relâcher doucement, émerveillée par sa beauté. « Vous savez ce que j'ai appris dans cette histoire ?» dit-elle. « Que la plus grande tragédie n'est pas toujours visible. Ce n'était pas une maladie rare ou incurable qui rongeait Élise. C'était quelque chose de bien plus vicieux, caché derrière un masque de respectabilité et de dévouement. Et personne ne l'avait vu. Tous ces médecins, toutes ces analyses, parce qu'il cherchait la réponse dans son corps, pas dans son environnement. Parfois, le poison ne vient pas de l'intérieur, mais de ceux qui nous entourent. » Monsieur Beaumont hocha la tête gravement. « J'ai été aveugle pendant si longtemps. J'ai fait confiance aveuglément, sans jamais remettre en question. Vous faisiez confiance à quelqu'un qui faisait partie de votre famille depuis toujours. C'est normal. Mais maintenant, vous savez. Et vous ne laisserez plus jamais personne faire du mal à votre fille. » Le procès de Madame Rivière fit sensation dans les médias. L'histoire de la gouvernante dévouée qui empoisonnait l'enfant dont elle avait la charge, motivée par une obsession amoureuse délirante, fascina et horrifia le public. Elle fut condamnée à 25 ans de prison. Sophie resta avec la famille Beaumont. Elle devint bien plus qu'une simple nounou. Elle devint une amie, une confidente, une présence protectrice qui veillait sur Élise comme un ange gardien. Elle enseigna à l'enfant une leçon précieuse, que la vraie force ne vient pas du corps, mais de l'esprit qui refuse d'abandonner, même dans les moments les plus sombres. Élise, de son côté, se transforma. De petite fille fragile et malade, elle devint une enfant épanouie, curieuse, pleine de vie. Elle se fit des amis à l'école, pratiqua la danse, découvrit sa passion pour la peinture. Les cauchemars s'estompèrent progressivement, remplacés par des rêves d'avenir. Un jour, alors qu'elle peignait un coucher de soleil sur la terrasse, Élise demanda à Sophie. « Pourquoi Madame Rivière m'a fait ça? Est-ce que je méritais d'être malade ?» Sophie posa son livre et s'assit à côté d'elle. « Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Parfois, des adultes ont des problèmes dans leur tête et dans leur cœur, des problèmes si profonds qu'ils font des choses terribles. Ce n'était pas ta faute. Ça ne l'a jamais été. Mais comment tu as su? Comment tu as découvert le secret? J'ai fait attention. J'ai observé. Et j'ai refusé d'accepter que quelque chose n'allait pas être normal. Mais surtout, j'ai écouté mon cœur qui me disait que tu méritais mieux. Que tu méritais de vivre, de rire, de courir. » Élise réfléchit un moment, puis demanda, « Est-ce que tu vas rester avec nous pour toujours ?» Sophie sourit. « Aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. » Des années plus tard, quand Élise fut devenue une jeune femme brillante, étudiante en médecine spécialisée en toxicologie, elle donna une conférence sur les poisons domestiques et les abus insoupçonnés. Elle raconta son histoire, non pas comme une victime, mais comme une survivante. Elle parla de l'importance de l'observation, de l'intuition, du courage de remettre en question ce qui semble normal. « Ma nounou m'a sauvé la vie », dit-elle à l'audience captivée. Non pas parce qu'elle était médecin ou détective, mais parce qu'elle a refusé d'accepter ma souffrance comme une fatalité. Elle a regardé au-delà des symptômes, au-delà des apparences. Elle a eu le courage de soupçonner l'impensable et l'intelligence de le prouver. Dans la salle, Sophie écoutait, les larmes aux yeux. À côté d'elle, Monsieur Beaumont, maintenant un homme aux cheveux gris, souriait fièrement en regardant sa fille. Ils avaient traversé l'horreur et en étaient ressortis plus forts, plus unis, plus conscients de la fragilité de la vie et de la valeur de ceux qui choisissent de protéger plutôt que de détruire. L'histoire d'Élise devint un cas d'école dans les facultés de médecine, un rappel que parfois, le diagnostic le plus important n'est pas celui qui identifie la maladie, mais celui qui identifie sa source. Et que l'héroïsme ne porte pas toujours une blouse blanche, parfois il porte simplement le visage d'une personne ordinaire qui refuse d'être indifférente à la souffrance d'un enfant. Ce soir-là, après la conférence, Sophie et Élise marchèrent ensemble dans les rues de Paris. La ville scintillait de 1000 lumières, symbole d'espoir et de renaissance. « Merci », dit simplement Élise en serrant la main de Sophie. « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir vu ce que personne d'autre ne voyait. Tu n'as pas à me remercier. Tu m'as enseigné quelque chose d'important aussi. Que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière qui attend d'être découverte. Il suffit parfois d'une seule personne qui refuse de détourner le regard. » Et tandis qu'elles marchaient côte à côte, nounou et enfants devenus amis pour la vie, elles savaient que leur histoire portait une leçon universelle, que le mal peut se cacher derrière les visages les plus familiers,
mais que la vigilance, le courage et l'amour véritable peuvent toujours le démasquer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance d'être attentif à ceux qui vous entourent, de ne jamais accepter la souffrance comme une fatalité, alors partagez-la. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours quelqu'un qui voit, qui écoute, qui agit. Parce qu'au final, nous sommes tous les gardiens les uns des autres, et c'est dans notre vigilance collective que réside notre plus grande force. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui éveillent les consciences et rappellent que l'humanité existe encore, même dans ces moments les plus sombres.